Donc Christophe Brusset, 49 ans, marié, 2 filles. Je suis ingénieur agroalimentaire et j'ai fait toute ma carrière donc, dans différentes entreprises agroalimentaires, des petites entreprises, des PME, des multinationales. Donc ça fait 25 ans que je suis dans l'agroalimentaire. J'ai commencé par être ingénieur projet, ensuite j'ai été acheteur, trader, responsable achat et directeur achat. Donc j'ai fait toute ma carrière en gravissant les échelons, comme chacun fait dans chaque entreprise. Et j'ai commis un premier livre en 2015 où j'ai raconté mes expériences et où j'ai témoigné un petit peu de ce qu'on a pu faire dans les différentes entreprises où j'ai travaillé et puis de ce que j'ai pu voir par ailleurs. Puis un second livre en 2018, donc dans lequel j'expliquais un peu plus en détail ce que je n'avais pas pu écrire dans le premier. Ça veut dire quoi, auxiliaire de production ou auxiliaire technologique? Alors ça, selon moi, pour moi c'est une grosse emphase, c'est vraiment une arnaquerie intellectuelle. C'est-à-dire que... Où ça aide. Pourquoi non, mais ça veut rien Je dire, me fais l'avocat du diable. Ça veut rien dire en fait. C'est un additif. C'est un bullshit word de communicant. Oui. Oui, mais c'est même pas que de la communication. C'est vraiment... C'est une catégorie d'additifs qui est spécialement conçue pour ne pas être déclarée sur la liste d'ingrédients. C'est quelque chose réellement qu'on ne veut pas dire aux consommateurs. Donc il y a 400 additifs qui sont... Donc un additif, il faut quand même bien savoir que ce n'est pas un aliment. C'est quelque chose qui n'est pas un aliment qu'on rajoute à l'alimentaire. Donc c'est quelque chose qui ne se consomme pas normalement. Donc on en a 300-400 qui, alors, pour faire plaisir aux industriels, le législateur a dit, voilà, les produits qui finalement se retrouvent quasiment pas à la fin. Attends, ça veut dire quoi pour faire plaisir aux industriels? C'est-à-dire qu'il y a un lobby, il y a quoi? Il y a des lobbies. On va aborder le il y a un lobby. Il y a un lobby énorme, mais il n'y a pas un lobby, il y a des lobbies. Donc revenons à nos auxiliaires. Donc, auxiliaires technologiques, c'est des additifs qu'on peut utiliser sans les déclarer. Donc si par exemple toi tu es sensible à un de ces produits-là, tu ne pourras pas savoir qu'il y en a. D'accord? Donc ces produits-là, c'est quoi? Il y a, je ne sais plus, 17 catégories. Il y a les solvants, par exemple les solvants Lexane. Les gens ne savent pas, mais la plupart des huiles, que ce soit les huiles alimentaires ou le beurre de cacao, par exemple, des huiles comme celle-là, sont extraites au solvant organique, cancérigène. Donc, quand on c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Et est-ce que les pouvoirs publics, c'est légal, c'est la réglementation européenne qui vous dit qu'un auxiliaire technologique n'a pas à être déclaré, peut ne pas être déclaré, n'est pas déclarable. Donc vous ne le déclarez pas quand on est industriel. On le met, on ne le déclare pas. Donc on a, je vous dis, 400 additifs. Comme on a, par exemple, on parlait des produits décaféinés. Donc il y a un solvant organique qui permet d'enlever la caféine, qui se retrouve dans le produit fini à l'état de trace, et qui est dans le produit et que le consommateur va consommer sans le savoir. Si vous êtes sur des produits typiquement de la viande ou des plats préparés, à ce moment-là, quand vous allez baisser en prix, vous êtes obligé de dégrader la qualité. Donc vous allez devoir remplacer de la viande par quelque chose qui n'est pas de la viande. Vous allez devoir mettre l'ingrédient le moins cher qui est de la flotte. Donc quand vous mettez de la flotte, vous perdez en texture, vous perdez en stabilité. Donc vous mettez aussi des texturants, vous mettez des conservateurs. Et vous arrivez comme ça à faire des lasagnes ou des hachis parmentiers qui contiennent quasiment pas de viande, qui ont des colorants, qui ont des stabilisants, qui ont des texturants, et des produits et du glucose souvent pour donner du goût. Donc vous arrivez à avoir des produits qui sont totalement déséquilibrés, trop gras, trop sucrés, trop salés, qui n'ont plus d'antioxydants, qui n'ont plus de vitamines, qui n'ont plus de fibres. Donc oui, en général, quand vous baissez les prix, vous baissez la qualité. J'ai encore vu, j'ai reçu un message la semaine dernière de Foodwatch qui épingle les laits infantiles à marque, je crois, Nestlé et Danone. Parce qu'ils retrouvent dedans des huiles minérales cancérigènes. Et moi, j'en parle dans mon premier bouquin en 2015. Alors, les huiles minérales, on avait dit qu'on expliquait le vocabulaire. Ah oui. Donc les huiles minérales, c'est quoi? En fait, c'est une huile qui n'est pas alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une huile biologique. C'est la même huile que je mets dans mon moteur? Ouais. Alors, là, le producteur d'huile minérale, il va dire non. Comment ça, il va dire non? Il va dire que c'est pas la même huile. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas de l'huile de moteur qui aurait fuité dans les produits. C'est-à-dire que cette huile minérale... Enfin, il y a toute une catégorie d'huile minérale. C'est-à-dire qu'il y a de l'huile pour les moteurs, mais il y a aussi de l'huile qui sert de... On va trouver de l'huile comme, je sais pas, quand on fait un moulage plastique, on va se servir d'une couche d'huile pour démouler, on va servir d'huile pour lubrifier les machines. Il va y avoir de l'huile pour... Dans les cartons? Oui, dans les encres. Dans les encres, il va y avoir de l'huile dans les encres, il va y avoir des lubrifiants, des préservatifs par exemple, il y a de l'huile minérale dessus. Enfin, l'huile minérale, on en trouve dans plein d'applications. Et c'est pour ça, dans les vernis, je suppose que l'huile minérale qu'on retrouve dans les laits pour bébés Nestlé et Danone, qui sont mis en cause par Foodwatch, je suppose qu'elle vient probablement des vernis des emballages.
Je ne vois pas trop d'où elle pourrait provenir sinon. Et ça pose pas de problème pour la santé, les huiles minérales. Vous Si, me dites dans les préservatifs. Ah si, c'est cancéreux. Ouais, mais c'est pas des produits qui sont destinés à être avalés, logiquement. Non, mais vous n'êtes jamais fait. Je suis désolé, mais vous avez déjà porté un préservatif? Ça a pu m'arriver. Ouais. Des fois, ça peut vous arriver qu'il y ait un transfert d'huile minérale chez votre partenaire, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est consommé, c'est avalé. Oui, mais enfin bon, aujourd'hui, ce type de produits ne sont pas des produits alimentaires, donc ils ne sont pas soumis à la réglementation des produits alimentaires. C'est comme la cosmétique et ce genre de choses. Donc c'est supposé ne pas traverser la barrière de la peau, etc. Pour les produits alimentaires, je crois même que pour les huiles minérales, il n'y a pas eu de seuil défini. Comme c'est pas un produit, c'est pas un additif, c'est pas un produit qui doit se retrouver naturellement dans le produit, c'est pas un produit qui est volontairement ajouté, c'est un contaminant. Il n'y a pas de réglementation bien définie pour ces produits-là. Non, puisque c'est pas supposé se trouver là, si vous voulez. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Foodwatch dit, pour nous, consommateurs, surtout pour les aliments pour bébés, il ne devrait pas y avoir d'huile minérale dans des laits en poudre. Ils partent de ce principe-là. Et en face, on leur répond quoi? Alors, bon, vous êtes gentils, mais il n'y a pas de réglementation. Nous, on est dans les clous. Irradier certains produits pour les... Ah, ça, c'est intéressant, ça aussi. L'irradiation, c'est la méthode de traitement pour enlever les bactéries la plus efficace, la moins chère, la plus rapide. Donc, elle a énormément d'avantages. Vous pouvez traiter un produit conditionné, puisque les rayonnements ils passent au travers des emballages, du papier, du carton, du plastique, etc. Donc, vous fabriquez votre produit, vous mettez une palette dans une enceinte protégée, un coup de césium, etc. Et le produit, il est nickel. Donc, c'est pratique. Et le produit n'est pas dégradé. C'est-à-dire qu'il n'est pas dégradé visuellement. Par exemple, nous, quand on achetait des produits qui devaient garder une belle couleur visuelle, comme du paprika, par exemple, le paprika doit être bien rouge, avec un rouge brillant. Traité par ionisation, ça donne des résultats fantastiques. Et donc l'irradiation, ça change quoi? L'irradiation, c'est simplement que ça change pas grand-chose, ça débactérise, ça stérilise, mais les clients n'aiment pas ça, ils n'ont pas confiance. Donc si tu vois sur un produit irradié ou traité par rayonnement ionisant, en général, les gens ils veulent pas, ils n'ont pas confiance, ils n'achètent pas. Ça laisse des traces, ça change... Ça fait quoi? Ça fait rien au produit? Ça fait quelque chose? Ça altère l'ADN. C'est comme ça que ça tue, en fait. Ça tue les bactéries, etc., parce que ça détruit l'ADN. Ça empêche aussi les pommes de terre de germer. Ça tue les germes. Ça tue, tout ce qui est vivant, en fait. Ça enlève toute vie. C'est bien le principe c'est de la radioactivité, en fait. Ça enlève toute vie. Donc le produit, il est mort de chez mort, mais il est beau. Fromage. Alors le fromage, il y a du vrai fromage, pas de vrai fromage, du faux fromage. On dit pas du faux fromage, on dit de l'analogue. Ah bah oui, quand même. Faut être précis. On dit pas corruption, on dit lobby. Et on dit pas faux fromage, on dit analogue fromage. Ou du fromage analogue plutôt, c'est le bon terme. Et c'est quoi alors? C'est pas du fromage, c'est du vrai fromage. Et ensuite, vous avez toutes les préparations fromagères. Donc vous avez le fromage fondu, nous on en utilisait beaucoup, donc tout ce qui est préparation industrielle. Donc on en mettait dans les sauces, par exemple, pour faire des sauces au roquefort, des sauces au bleu, des sauces tomes. Vous avez aussi tout ce qui est préparation industrielle type cordon bleu, fromage à pizza. Alors là, vous pouvez utiliser du fromage fondu, donc qui contient du vrai fromage. Vous pouvez utiliser des préparations fromagères, qui contient moins de fromage et plus d'additifs. Donc le fromage fondu il contient quand même déjà un peu d'additifs, notamment les sels de fonte. C'est quoi les sels de fonte? Sels de fonte, c'est des additifs qui permettent d'intégrer de l'eau au produit. Donc vous mettez du fromage, mais pour que ça baisse en prix, vous mettez de l'eau, mais pour que ça tienne ensemble, vous mettez des sels de fonte. C'est un genre de liant, si vous voulez. Donc ça permet d'avoir un produit qui se tient. Après, vous pouvez rajouter des poudres de lait, vous pouvez rajouter du beurre, d'autres ingrédients un peu laitiers pour avoir un fromage fondu. Ça, c'est réglementé. Après, vous avez la préparation laitière, donc où on baisse encore la teneur en fromage, et vous pouvez mettre d'autres produits. Éventuellement, je ne sais pas, des huiles végétales, tout ce que vous voulez. Ça reste encore un produit vaguement fromager. Et à la fin, vous avez l'analogue, qui est plus du tout du fromage. Alors là, on remplace complètement le fromage par des huiles. On met de l'amidon, on met des texturants pour que ça prenne en bloc. On met éventuellement un petit peu de colorant pour que ça ait une couleur un petit peu jaune, un peu jaune paille, un petit peu couleur beurre. On met éventuellement des arômes. Ça fait un bloc. Ça, on le râpe et on le balance sur une pizza. Et ça va très bien pour les gens qui font des produits de mauvaise qualité. L'alimentaire, c'est un support comme un autre. Ce qui se passe, c'est que les politiques et les industriels s'arrangent toujours pour étouffer les scandales. Donc le fipronil est un bon exemple. Et au niveau des scandales pour la santé, il y en a plein. C'est-à-dire que si on regarde les 20 dernières années,
Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, donc voilà. En 20 ans, j'ai vu les cas d'obésité et de diabète exploser. Et c'est pas fini, on n'est qu'au début des épidémies aujourd'hui. Donc on va voir, on va avoir des taux de diabète de type 2 qui vont commencer à exploser maintenant. Quelles sont vos sources? Bah, ces sources, c'est les études américaines qui sont avec quelques années d'avance par rapport à nous. Et puis les études les plus récentes montrent que ça monte comme ça. Une dernière. Les industries agroalimentaires et les industries pharmaceutiques, même combat. Est-ce qu'on bouffe mal, ça crée des maladies? Est-ce que les industries pharmaceutiques derrière sont contents? Ouais, c'est un truc qui m'amuse parce que ça c'est pareil, je le suis aussi. Et ce qui me surprend toujours, c'est que c'est la solution qu'on veut apporter au problème. Par exemple, l'obésité, le diabète, etc. Les industries pharmaceutiques essaient de sauver des gens quand même. Oui, mais c'est ça c'est marrant. On s'attaque comment dire, à la cause du problème, mais pas à la racine. Il suffirait que la bouffe industrielle soit moins nocive et on n'aurait pas besoin de se soigner. Par exemple, moins d'additifs. Alors on a des catégories complètes d'additifs qui servent à rien. Les colorants, par exemple. Pourquoi du colorant? En quoi Pour provoquer l'acte d'achat? Oui, mais je veux dire, c'est du commercial. Ça améliore pas la qualité du produit. Toi, le consommateur, ok, tu veux que ton produit soit bien rouge, bien blanc, etc. Mais au niveau qualité, ça n'apporte rien. Au contraire. Donc, les colorants servent à rien. Les extraits de glutamate et autres, ça sert strictement à rien aussi. Les sucres artificiels, les édulcorants intenses, on sait que c'est nocif, ça rapporte rien de bon. On devrait les supprimer, tous ces produits-là. Si déjà on n'avait plus ces produits-là, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes. On sait aussi qu'une partie du diabète de type 2, elle est liée à l'utilisation de fructose. Et ça, parce qu'on a vu, il y avait une corrélation aux États-Unis entre la consommation de fructose et le diabète de type 2. Donc il suffirait par exemple de limiter la consommation de fructose. Alors ce qui est drôle, c'est que les industriels de la pharmacie, aujourd'hui, arrivent avec tout un tas de produits, de molécules, etc., censés vous guérir. Alors qu'en fait, ça fait que traiter les symptômes. Donc, même combat, oui, quelque part.